J'aimerais avant tout, plutôt que vous faire un cours didactique, essayer de vous expliquer à la fois ce qui m'a amené à écrire La tentation obscurantiste et qu'est-ce que j'en ai retenu, parce que à l'origine de ce livre, il y avait une volonté de ma part d'essayer de comprendre pourquoi, autour de moi, tout simplement, des gens avec qui j'ai milité pendant des années, avec qui je me suis sentie très proche dans le combat contre l'extrême droite, contre les intégristes chrétiens, contre les anti-avortements, contre les antiféministes, contre les homophobes. Pourquoi soudainement, notamment depuis le 11 septembre, mais finalement les bases de ce divorce remontaient à bien avant, on ne se comprenait plus sur un certain nombre de dossiers, comme la question de la loi sur les signes religieux à l'école publique, et au-delà de cette actualité, sur la question, par exemple, des événements en Algérie pendant les périodes des massacres, sur la question même peut-être aussi du Kosovo, sur la question de l'Iran, sur la question plus récemment des indigènes de la République, de ce qui se passait autour du Forum social européen avec la présence de mouvements issus des frères musulmans sur certaines tables rondes. Pourquoi sur tous ces événements-là, des gens qui, encore une fois, pour moi, font partie d'idées très proches, dont je me sens très proche, visiblement n'avaient pas la même grille d'analyse, n'avaient pas la même inquiétude, n'avaient pas la même vigilance. À l'origine, c'est un divorce que je crois, pour en parler avec beaucoup de militants et de gens qui essaient d'y réfléchir, on a tous vécu, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, dans une forme de douleur. Ce sont des années où on vit tous avec ça, en se demandant mais pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est moi qui deviens fou, ou est-ce que c'est le monde qui devient fou, est-ce que ce sont mes amis qui deviennent fous. Et quand on ne veut pas sombrer soit dans la folie, soit dans l'aigreur, soit dans le ressenti, soit dans tout simplement la stérilité de cette colère, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'essayer de comprendre. Alors il y a eu un déclic qui pour moi remonte pas au 11 septembre, qui remonte en fait une semaine avant, à la conférence de Durban, qui était une conférence, vous le savez, contre le racisme, organisée par les Nations Unies. Personnellement, je m'y suis rendue au titre de la rédaction en chef de Prochoix, avec beaucoup de naïveté, puisque mon espoir était tout simple, c'était de faire de cette conférence, si possible, modestement, essayer d'impulser une réflexion contre toutes les discriminations, sexistes, homophobes, racistes, et bien sûr, racistes et antisémites, ce qui me paraissait aller de soi, honnêtement, à l'époque. J'ai un peu changé d'avis quand j'ai vu que des militants antiracistes, européens principalement, étaient prêts à manifester avec des militants clairement islamistes à cette conférence, en tenant des propos clairement antisémites. Je ne dis pas antisionistes, je dis clairement antisémites, puisque les tracts qui circulaient regrettaient Hitler, donc je pense que c'est quand même assez clair, puisque les livres qui étaient vendus à cette conférence antiracistes n'étaient autres que les protocoles des sages de Sion. Et quand je suis rentrée à Paris, avec un certain nombre de militants, je me souviens des réflexions assez aussi amères de gens comme Fodessila et autres, on était assez abasourdis de ce qu'on avait vu, et on se demandait si c'était un épiphénomène, si on avait simplement une hallucination collective due à l'éloignement, on était en Afrique du Sud, dans un pays symbolique, fort en émotion, ou est-ce que c'était réellement un mouvement de l'histoire. Et quand le 11 septembre est arrivé, c'est-à-dire quelques jours après, j'ai pensé une seconde que peut-être c'était le coup d'arrêt à ce mouvement de l'histoire s'il avait eu lieu. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Il s'est passé que, en réalité, on a vu deux tentations très bizarres apparaître au lendemain du 11 septembre. La première était la tentation soudaine, sûrement favorisée par un certain populisme, de considérer du jour au lendemain que seul l'islam était capable de produire du fanatisme. Alors l'Inquisition n'avait pas existé, l'intégrisme chrétien n'avait jamais existé, George Bush était l'incarnation rêvée de l'humanisme laïque, c'est bien connu. Soudainement, il y avait une espèce de naïveté, on ne parlait plus que de l'islam comme producteur de fanatisme. C'était la première tentation. Le problème, c'est que pour résister à cette tentation, qui est effectivement condamnable, caricaturale et dangereuse, il y avait une deuxième tentation, et celle-là était plus proche des gens qui étaient susceptibles de faire partie de ma famille politique, qui consistait à dire, écoutez, puisque depuis le 11 septembre, George Bush prétend être la résistance à l'islamisme, et puisqu'il existe un risque évident et réel d'amalgame entre arabes, musulmans et terroristes, alors il va peut-être falloir un tout petit peu arrêter de critiquer l'intégrisme musulman, voire même il va falloir tisser des passerelles avec des gens qui incarnent la résistance finalement à l'impérialisme américain et au sionisme. C'est
c'est la conclusion, finalement, auquel sont arrivés, peut-être pas aussi directement, peut-être pas avec un chemin aussi conscient que celui que je viens d'énoncer, ceux qui, en tout cas, n'ont pas été gênés, n'ont pas été suffisamment vigilants, ou pas suffisamment choqués par la présence de militants issus des frères musulmans, c'est-à-dire la matrice du fondamentalisme islamiste, au sein d'événements comme le Forum social européen, dans un premier temps à Paris, mais encore plus gravement et plus massivement au Forum social européen de Londres, où 8 tables rondes étaient organisées en partenariat avec des groupes issus des frères musulmans, où des organisations comme le Collectif des musulmans de France et Présence et Participation musulmane, qui sont des groupes, mais très clairement, inspirés par l'idéologie des frères, c'est-à-dire inspirés par Hassan al-Banna, inspirés par des gens que les Algériens vous pourrez vous parler longtemps, tellement le nom de Hassan al-Banna résonne comme celui au nom duquel on a commis le pire dans tellement de pays. Et là, j'ai juste envie de faire une parenthèse sur ce mouvement parce que quand je mène ce débat, notamment, j'ai eu avec Pierre Khalfa, par exemple, des échanges par la presse interposée. On ne se comprend pas si on n'est pas précis. On a un dialogue de sourds parce qu'à ce niveau-là du débat, des gens comme Pierre Khalfa m'ont renvoyé, par exemple, que je faisais de l'amalgame, que je confondais musulmans et intégristes, que j'étais en train de décrire des associations simplement progressistes et musulmanes comme des intégristes, alors qu'il y avait bien des associations comme Goliath, qui sont des chrétiens progressistes, au sein de l'altermondialisation. Donc pourquoi serais-je une ayatollah de la laïcité, quelqu'un qui suis à ce point allergique aux religieux, que je ne puisse pas admettre que des musulmans politiques participent au FSE? Je sais pertinemment qu'il existe des mouvements religieux qui peuvent être progressistes. Et je n'ai aucun problème, bien que très laïque, vous l'avez compris, j'assume complètement, je n'ai aucun problème à ce qu'on utilise, à partir de sa foi, de sa philosophie, de ce qu'on veut, que l'on puisse dans ce que l'on veut, du moment que l'on va dans le sens de ce qui fait un meilleur monde possible, plus égalitaire, plus juste, plus social, plus équilibré. Le problème, c'est lorsqu'on se met à confondre des mouvements musulmans progressistes avec des mouvements musulmans réactionnaires. Parce qu'autant je pense qu'effectivement des mouvements musulmans progressistes ont certainement la place au Forum social européen, autant des mouvements musulmans réactionnaires, on ne peut pas faire un autre monde avec eux, si ce n'est un autre monde réactionnaire. Je pourrais parler aussi de Jeunes musulmans de France, par exemple, qui est à l'origine du collectif Une école pour tous, qui s'est monté contre la loi sur les signes religieux à l'école publique et qui a mixé dès son départ des organisations purement islamistes avec des organisations de gauche, Ligue des droits de l'homme, MRAP et d'autres. Cette jonction a été possible, on le sait, et je ne vais pas y revenir sauf si vous le souhaitez, mais par des figures emblématiques comme Tariq Ramadan, qui est effectivement l'un des leaders de ces organisations. Mais il faut bien comprendre à qui on a affaire, parce qu'on retrouve cette alliance ensuite au sein des indigènes de la République, par exemple. On a les mêmes associations qui ont commencé à travailler ensemble sur une école pour tous, qui ont poursuivi avec les indigènes de la République. Et le résultat de cette alliance, il est compris dans le texte même de cet appel. C'est un appel dont vous aurez remarqué qu'il décrit uniquement le racisme, dont nous sommes absolument tous d'accord pour dire qu'il est prégnant en France et qu'il continue et qu'il faut absolument continuer à le combattre. Le problème de ce texte, c'est qu'il vous explique que le racisme anti-arabe dans ce pays est essentiellement et uniquement dû à des a priori coloniaux, post-coloniaux, qu'il évacue totalement la dimension économique et sociale, comme si un PDG d'origine maghrébine subissait exactement les mêmes discriminations qu'un ouvrier d'origine maghrébine. C'est poser la question dans un tel mauvais sens qu'on est à peu près sûr d'y apporter la mauvaise réponse. Mais il n'y a pas que ça dans ce texte. Vous aurez remarqué comme moi un passage qui s'appelle « La gangrène postcoloniale s'empare des esprits », où il est question notamment d'une gangrène féministe et laïque qui rongerait les esprits et qui serait l'avant-garde du nouveau racisme. On est en train de faire, à gauche, le procès du féminisme et de la laïcité comme étant essentiellement, intrinsèquement, des idéologies racistes. Tout ça notamment grâce à un mot fabuleux qui a mis tout le monde dans le décor, qui est le mot islamophobie. Vous aurez remarqué que depuis qu'on parle d'islamophobie et non plus de racisme ou de discrimination économique et sociale, on ne sait absolument plus de quoi on parle. C'est un mot dont il faut faire l'historique. C'est un mot qui remonte à très loin parce que dès le début de l'islam, comme dans toutes les religions, chaque fois que quelqu'un s'écarte du dogme, il est traité par les plus puristes de mauvais musulmans, de mauvais croyants.
La version moderne de ce procès, c'est le procès en islamophobie qui a notamment été adressé aux féministes qui soutenaient la révolution en Iran. Je parle de féministes américaines qui ont soutenu l'arrivée au pouvoir de Khomeini au nom de la lutte des marxistes et des islamistes communes contre l'impérialisme et contre la mainmise de l'Occident et contre le Shah, et qui, au lendemain de la révolution, tout surpris d'avoir mis au pouvoir quelqu'un qu'ils pensaient être l'incarnation de la résistance à l'impérialisme et qui s'est révélé être un formidable théocrate liberticide, ont commencé à protester. Elles ont notamment protesté contre le port du voile obligatoire. Et à ce moment-là, elles se sont fait traiter d'islamophobes. Et c'est un mot qu'on a retrouvé un petit peu plus tard, après l'affaire Rushdie. Au lendemain de l'affaire Rushdie, des groupes, notamment anglais, islamistes très durs, qui avaient mené campagne contre les versets sataniques, au nom de la lutte contre le blasphème, ont compris que la lutte contre le blasphème, c'était pas très, très efficace. Et qu'en tout cas, on fédérait un petit peu que les plus durs. Mais que si on commençait à crier au racisme anti-religieux, en l'occurrence au racisme anti-musulman, en visant exactement les mêmes propos et les mêmes apostats, on était 1000 fois plus efficace. Et de fait, des gens comme Salman Rushdie, quand vous les traitez d'apostats ou de blasphémateurs, la Ligue des droits de l'homme monte un comité de soutien pour le soutenir, à l'époque c'était le cas. Mais depuis que Salman Rushdie, Tassima Nasrin et d'autres sont menacés de mort pour être des islamophobes reconnus, et c'est le cas notamment depuis le manifeste contre le totalitarisme qu'on a mené ensemble, je n'entends pas beaucoup d'associations antiracistes et laïques nous soutenir face à ces menaces. Et ça, c'est l'effet miraculeux du mot islamophobie qui a réussi à confondre la critique des individus, donc une forme de racisme condamnable, avec la critique de la religion, avec la critique de l'intégrisme, comme étant une forme d'islamophobie. Et pourquoi en est-on arrivé là? Comment ce concept a pu, à ce point-là, brouiller les esprits, créer des passerelles, créer des alliances contre nature entre des gens, a priori quand même, de gauche, progressistes, féministes et laïques, et des gens intégristes? Tout simplement parce que, il ne faut pas se leurrer, le mouvement et la dynamique, notamment altermondialiste, est une dynamique qui intéresse des gens. C'est une dynamique qui peut faire bouger au niveau mondial des rapports de force, le puzzle mondial. Et il y a une organisation qui, depuis les années 30, convoite clairement la prise de pouvoir dans un certain nombre de pays par le biais des dynamiques sociales et culturelles. Et ce mouvement, c'est celui sur lequel je voulais vous faire une toute petite présentation. C'est le mouvement des frères musulmans. Parce qu'il faut comprendre de qui nous sommes en train de parler. Ces gens qui, aujourd'hui, distillent ces concepts, nouent des alliances au sein des indigènes de la République, d'une école pour tous ou du Forum social européen, qui sont leurs références? J'ai parlé d'Hassan al-Banna tout à l'heure. Quand on dit Hassan al-Banna, encore une fois, devant des démocrates de culture musulmane, on n'a pas besoin d'en dire plus. Mais je pense qu'en France, au jour d'aujourd'hui, au stade où nous en sommes, il est temps que nous en sachions un petit peu plus pour comprendre exactement avec qui ou pas nous avons envie de continuer à bâtir un monde meilleur. Hassan al-Banna est tout simplement le fondateur des frères musulmans en Égypte dans les années 28, c'est-à-dire le mouvement politique qui a fait échouer la réforme rationaliste de l'islam. Il a monté un mouvement fondamentaliste qui a traité de vendu à l'Occident, de coloniser l'intérieur, tous les Égyptiens qui voulaient adopter une réforme laïque, c'est-à-dire séparer le religieux du politique. Notamment ceux qui se revendiquaient d'Abdel Razik, qui a fait un merveilleux livre qui s'appelle L'Islam et les fondements du pouvoir, dans lequel, dès les années 20, il prône la séparation du politique et du religieux. Mais tous ceux qui se revendiquent d'Abdel Razik sont traités aujourd'hui de coloniser l'intérieur, de vendus à l'Occident. Et c'est une rhétorique que vous trouvez dans la bouche de quelqu'un comme Tariq Ramadan, qui l'enseigne à ses fidèles, qui l'enseigne à ses troupes, qui considère que les musulmans, dès lors qu'ils ne sont pas fondamentalistes, mais qu'ils revendiquent une approche rationaliste et laïque, sont des musulmans, je cite Tariq Ramadan, sans l'islam. Et quand vous retrouvez cette rhétorique-là, qui encore une fois est responsable tout simplement du recul des libertés de millions de musulmans dans le monde et aujourd'hui du fanatisme qui nous menace, quand vous retrouvez cette rhétorique au mot près dans des textes signés par des associations de gauche françaises au XXIe siècle, vous êtes juste en train de vous demander qui est tombé sur la tête en premier. Parce que si le camp progressiste, sous prétexte de résister à l'impérialisme américain et au sionisme, s'allie avec des antiféministes, s'allie avec des homophobes, s'allie avec des réactionnaires, c'est plus la peine de militer pour un monde meilleur, on est déjà devenus des salauds et ça suffit. Il n'y a qu'à leur laisser le pouvoir tout de suite. Donc le pari qui est fait, de pouvoir éventuellement, parce que je l'entends aussi dans la bouche de certains responsables qui sont venus m'expliquer à moi ou à d'autres que
Ils avaient l'intention de faire un pari assez intelligent en laissant venir des troupes, comme celles formées par Tariq Ramadan et d'autres, au sein de l'altermondialisation. L'idée serait de les laïciser, entre guillemets, de convertir des islamistes au marxisme. Très joli pari. Très joli pari si on croit aux fables. Si on a aussi, excusez-moi de le dire comme ça, une vision assez infantilisante et paternaliste des militants en question. Tariq Ramadan, il forme des élites. Il forme des bacs plus 3, des bacs plus 4, des bacs plus 5, des gens qui sont brillamment intelligents et qui recherchent une radicalité politique. Et Tariq Ramadan, je suis désolée de le dire, aujourd'hui, et les frères musulmans et l'islamisme en général sont nettement plus en capacité de leur offrir cette adrénaline politique-là que malheureusement une mouvance simplement marxiste ou progressiste. Et au final, moi qui écoutais un petit peu les cassettes de leurs leaders, celles dans lesquelles ils les invitent à participer, par exemple, à la dynamique altermondialiste, ils les invitent à y participer sur les thèmes qui sont les leurs, pour servir les objectifs qui sont les leurs. Car Tariq Ramadan le rappelle assez fréquemment, la collaboration, c'est pas le mariage. Chacun doit rester ferme sur ses positions. Et en l'occurrence, l'altermondialisation dans cette histoire n'est qu'une rampe de lancement et sûrement pas un objectif en soi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que s'allier avec un mouvement ou avec des héritiers d'un mouvement politique pensé pour lutter contre le communisme, pour faire un monde meilleur, demain, vont peut-être avoir une drôle de surprise. C'est se retrouver à être les alliés objectifs et les idiots utiles des néoconservateurs américains. Pour une raison toute simple, c'est que vous aurez remarqué qu'en ce moment, les États-Unis appuient un certain nombre de processus de démocratisation, tant mieux, en Égypte, en Palestine et ailleurs. Avec une conséquence que l'on connaît tous, c'est que dans ces pays-là, qui aujourd'hui est l'alternative politique, ce sont les islamistes, et en l'occurrence, ce sont quasiment à chaque fois les frères musulmans. Si les Américains luttaient contre l'intégrisme, George Bush, excusez-moi, devrait commencer par s'auto-flageller. Ils luttent contre le terrorisme, c'est très différent. Et pour lutter contre le terrorisme islamique, ils ont décidé de se tourner vers les musulmans modérés, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils les voient, qui vont leur proposer une alternative politique dans un certain nombre de pays, qui viennent en costume cravate, très propre, leur dire à peu près la même chose qu'aux altermondialistes, mais c'est une autre version qu'ils présentent, en leur disant « mais nous, on va vous aider à faire l'alternative, on va vous renverser les régimes qui vous posent problème en Syrie, en Égypte, il n'y a aucun problème là-dessus ». C'est un mouvement qu'ils connaissent bien puisqu'ils ont travaillé ensemble du temps de la lutte contre le communisme et on imagine que les contacts ne sont pas si difficiles à renouer. Je pense par exemple à un homme comme Youssef El-Qaradawi, qui est le théologien de référence des frères musulmans, le meilleur ami du maire de Londres, Ken Livingstone, et qui a fait un mouvement qui s'appelle Pro-Hijab, pour le voile, là c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est un homme assez charmant, Youssef El-Qaradawi, qui est donc la référence théologique vers laquelle Tariq Ramadan renvoie tous ses fidèles, puisqu'il n'est pas théologien lui-même. C'est un homme qui, par exemple, pense que sur l'homosexualité, la seule question à se poser, c'est s'il faut abattre le passif ou l'actif en premier. C'est quelqu'un qui autorise évidemment à battre sa femme, sauf si elle se montre raisonnable, là il faut arrêter. C'est quelqu'un qui pense que le seul dialogue possible avec les Juifs, pas avec les Israéliens, avec les Juifs, passe par le sabre et le fusil. C'est un homme extrêmement donc recommandable et qui pourtant aujourd'hui est extrêmement courtisé par un certain nombre de gouvernements pour être une sorte de référence anti-salafiste, anti-djihadiste. Parce que la grande trouvaille de gouvernements comme Tony Blair, c'est de miser sur les frères musulmans pour lutter contre les terroristes. C'est un pari assez étonnant, c'est peut-être de l'humour anglais, on ne sait pas. Je me pose la question. Et vous aurez remarqué que Tariq Ramadan, par exemple, a été nommé conseiller de Tony Blair pour lutter contre l'extrémisme islamique. En réalité, il faut restituer l'histoire de cette commission. C'est une commission de sages composée quasiment essentiellement de frères musulmans qui ont été chargés de faire des propositions pour lutter contre le terrorisme. Et alors, ils ont trouvé une idée géniale. Ils se sont réunis pendant quelques jours. Et leur première idée qui leur est venue, c'était que quand même, en Angleterre, il fallait arrêter de commémorer la Shoah parce que ça commençait à heurter les sensibilités musulmanes en Angleterre et qu'il était beaucoup mieux de remplacer la commémoration de la Shoah par une journée contre tous les génocides, dont le génocide palestinien. Sage initiative, mais venant de frères musulmans, vous comprendrez bien que la résonance est un petit peu douteuse. Nicolas Sarkozy fait exactement en France ce que Tony Blair fait en Angleterre avec les frères musulmans, puisqu'il a lui-même institué un mouvement issu des frères musulmans comme l'UOIF, au sein du Conseil français du culte musulman, pour avoir des relais politiques au sein de ce qu'il pense sûrement être les banlieues, à savoir des gardes-chiourmes.
Comme Thatcher voulait des guerres de chiourme, comme Tony Blair des guerres de chiourme, mais Nicolas Sarkozy aussi cherche des guerres de chiourme. Au nom d'une vision assez simple, assez simpliste même, communautariste de la question sociale, il y a des populations musulmanes en Europe. Ce sont sûrement tous des gens très barbares, pas très civilisés, assez archaïques et religieux. Donc l'UOIF, les frères musulmans, c'est ce qu'on a trouvé à peu près de mieux pour les représenter, visiblement. Donc on va les instituer tuteurs de cette communauté. Comme ça, on aura un interlocuteur à qui on pourra dire, écoutez, là, il y a une petite bavure policière, on a un petit peu peur que des gens brûlent des voitures. Est-ce que vous pourriez faire une petite fatwa pour nous calmer tout ça? On a vu à quel point cette politique était fine et absolument appropriée pendant la révolte sociale des banlieues. Ou alors, en sens inverse, écoutez, je vous ai mis au sein du Conseil français du culte musulman, est-ce qu'il serait possible de promouvoir la bonne activité du gouvernement vers la population musulmane? Cet échange électoraliste et clientéliste est la tentation actuelle de tous les gouvernements qui vont se présenter comme pragmatiques. Vous aurez compris qu'en réalité, ils sont surtout incroyablement cyniques. Et derrière, en fond de toile, il y a une thématique qu'on connaît bien, qui est celle de l'abandon total de la responsabilité de l'État sur les questions sociales. Parce que si on a besoin de garde-chiourme aujourd'hui dans les banlieues, si la seule réponse qu'on est capable d'apporter à des jeunes qui, pendant 3 semaines, expriment une vraie colère, c'est de leur envoyer une fatwa de l'UOIF, ou en Angleterre de leur envoyer Tariq Ramadan, c'est tout simplement parce que nous sommes face à des gouvernements qui n'ont rien à proposer, au nom de l'État, pour restituer l'égalité des chances, pour lutter contre les discriminations économiques et sociales, et pour lutter, tout simplement, pour améliorer le vivre ensemble. Et c'est là, dans ce contexte-là, que la recrudescence des intégrismes, de tous les intégrismes, et en particulier d'un intégrisme qui présente un risque totalitaire global, à savoir l'islamisme, trouve un terreau formidablement fertile, et où il serait formidablement dangereux qu'en plus d'une droite ultralibérale cynique et imbécile, la gauche que nous sommes ne lui résiste pas.